Troisième partie de SQL Media consacrée à Paula Audrey. Nous parlions donc de l'effet négatif des intelligences artificielles, des fake news, etc. Vous avez parlé des personnes du troisième âge, Oui. mais on a également les adolescents qui Oui, bien sont sûr. exposés à cela et qui Tout à peuvent fait. être victimes, des victimes de harcèlement. Et puis ça peut donc découler dans la sphère réelle avec des personnes qui se suicident et tout Tout cela. à fait, tout à fait. Là, on est encore une fois sur cette mise à distance qu'il va falloir avoir. Je pense qu'il y a énormément de choses à voir. Déjà, le fait de prendre ce que l'on voit pour argent comptant. Si on parle notamment des jeunes avec des applications comme TikTok, où par exemple n'importe qui s'improvise médecin, fait de la recommandation de produits dont on ne sait absolument pas la composition, etc. Effectivement, c'est très, très difficile. J'avais déjà, à titre personnel, interpellé un peu les autorités, notamment ivoiriennes, là-dessus, parce que je le vois sur le feed TikTok ivoirien, énormément de personnes qui commercialisent des produits cosmétiques qui sont vraiment fabriqués dans des conditions quand même assez incroyables. Mais il n'y a pas d'intervention justement là-dessus pour aller voir si les autorités sanitaires ont vérifié la conformité de ces produits-là. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On parle des jeunes, mais il y a aussi des questions, encore une fois, purement sanitaires. Donc les conséquences sont quand même assez importantes. Je comprends que les forces publiques soient un peu débordées parce que, comme on le dit souvent, Internet va toujours beaucoup plus vite que les institutions, que ce soit la justice, que ce soit les ministères, que ce soit les autorités. Mais à mon sens, il faut vraiment prendre de court parce qu'avec ce qui va se passer avec l'IA, ce qu'on voit déjà, et surtout la rapidité avec laquelle l'IA évolue en termes de réalisme pour ce qui est des photos. Il y a encore 2-3 années, on parlait des deepfakes, les gens n'étaient même pas déjà très sensibilisés. Là, par exemple, on a Google qui vient de révéler VO 3 qui permet de quasiment faire des mini-séries, mais extrêmement réalistes. Et ce n'est que, je crois, la 3e version. Qu'est-ce que ça va être dans un an ? Même pas cher en plus. Voilà, et ça va être de moins en moins cher. Là, je crois que la version, en tout cas disponible pour les utilisateurs américains, autour de $200 par mois. Mais ça, il faut laisser 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. On va avoir des prototypes similaires qui seront valables à $30. Donc, c'est vraiment à la fois très excitant, je pense, quand on réfléchit au futur technologique. Mais il faut le dire aussi, ça pose quand même de véritables questions en matière de sécurité. On va continuer donc avec cette histoire d'intelligence artificielle. J'ai lu dans un article de stratégie que l'intelligence artificielle peut complètement déstabiliser l'économie parce que tout va devenir de plus en plus cher. De moins en moins cher. De moins en moins cher, oui. Ouais, alors oui, et je pense que j'ai travaillé sur le secteur des industries créatives. Je pense que ça va être un des secteurs les plus touchés, déjà les plus touchés, parce qu'il y a énormément de métiers, de gens qui ont passé des années à les apprendre, ou en tout cas qui ont mis des années à bâtir des portfolios, qui maintenant, leur expertise quelque part peut être imitée. Je ne dis pas qu'elle est dupliquée. J'utilise le terme d'imiter par une intelligence artificielle qui va le faire 10 fois plus rapidement. Et je vois déjà que les agences de pub commencent forcément à s'ajuster là-dessus, mais pas que les agences de pub, les annonceurs aussi, parce que du coup, ça leur permet d'internaliser certains services et du coup de ne plus avoir à payer des prestataires externes pour ça. Si vous pouvez avoir une seule personne qui va pouvoir vous monter, entre guillemets, une campagne digitale visuellement parlant, pourquoi vous allez payer un graphiste ? Pourquoi vous allez aller solliciter une agence de création, etc. Voilà, donc c'est vrai que ça va clairement, quelque part malheureusement, dévaluer un tout petit peu... La précarité pointe son nez là. Alors oui, la précarité de certains métiers. La précarité, oui. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment que beaucoup, et j'alerte pas mal dessus au niveau de ma communauté, de commencer à se réinventer, commencer à penser à autre chose. L'intelligence artificielle, ce qu'elle propose généralement, c'est de vraiment faire beaucoup plus rapidement ce qui se fait déjà. On n'est pas donc sur de la création pure. C'est pour ça que j'utilise le terme d'imiter ou de répliquer. L'intelligence est artificielle, donc par définition, tout produit imaginaire qu'elle peut mettre sur la table part quand même de choses par lesquelles elle a été nourrie, de choses qui viennent d'humains. Donc je pense que là, cette fois-ci, s'il faut se réinventer, c'est vraiment, il faut que les humains soient encore plus créatifs. Mais c'est en fait, tout dépend du public qu'on a en face de soi. Par exemple, un journaliste qui écrit un très beau reportage de terrain, tout le monde n'est pas sensible à cela. Certains veulent juste savoir combien de personnes sont mortes, combien de personnes ont eu ça. Le côté, je dirais, création, faire vivre l'émotion et tout ça n'existe plus pour la plupart donc, du public. Donc, les intelligences artificielles vont continuer à proliférer parce que les gens se moquent de consommer ce qui est bien ou pas bien. Alors, j'ai un avis un peu nuancé là-dessus. Tous les progrès technologiques n'ont jamais complètement, j'allais dire, annulé le besoin de connecter à l'humain.
Je pense que ça nous pousse dans nos retranchements, ça c'est sûr. Mais le bouleversement qu'apporte l'IA, et on a eu d'autres bien avant, avec les mêmes peurs que nous avions à l'époque, en tout cas nos parents ou nos arrière-grands-parents, c'était effectivement que certains métiers ont disparu, mais d'autres sont nés derrière. La robotique. Voilà, typiquement. Quand on est passé à l'industrie où il y a eu de plus en plus de robots, effectivement, ça a mis pas mal de personnes qui travaillaient manuellement dans les usines au chômage. Mais n'empêche que... Donc je pense qu'il faut vraiment plus avoir... En tout cas, c'est mon point de vue, c'est que l'IA est là, elle ne va pas partir. Donc il faut déjà accepter sa présence. Par contre, c'est maintenant de voir effectivement, se rappeler la partie A de IA, c'est artificiel. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y a certes... Et je prends l'exemple d'un article que j'ai lu également sur le service client. Le service client, par exemple, l'IA a bouleversé énormément de choses parce qu'effectivement, en mettant des répondeurs automatisés, etc., en principe, on peut traiter plus rapidement un appel, etc., ou en tout cas une demande, une requête d'un client. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à la fin, le client veut quand même parler à quelqu'un. Quoi qu'il arrive, c'est que le client n'est pas rassuré jusqu'au bout quand il ne parle qu'à une intelligence artificielle. À un moment donné, il a envie de sentir qu'il y a quelqu'un, et c'est purement humain. On a envie de se sentir entendu, compris. On veut être rassuré que sa requête a vraiment été prise en compte, même si vous avez reçu 10 mails, même si vous avez eu une jolie voix artificielle qui vous a dit que dans 48 heures, on vous rappelle, vous voulez quand même que ce soit un humain qui vous réponde. Donc je pense qu'à la fin, il faut quand même garder ça à l'esprit. Il faut vraiment se réinventer. Je pense que le besoin de la connexion à l'humain sera toujours présent. Bien, Paola Audrey, merci en tout cas d'avoir partagé ce point de vue très intéressant. L'intelligence artificielle ne disparaîtra pas. C'est sûr. Et donc, c'est à l'être humain de se réinventer. Ça, c'est le message, en fait. Tout à fait. Et je pense qu'on a une grande capacité à le faire. On va revenir à vous, Paola Audrey, pour parler donc du club ADEN, un club donc, que vous avez fondé en 2024. Oui. C'est un club privé destiné aux professionnels afrodescendants. Donc ça, c'est l'objectif. Je résume. Oui. L'objectif est de favoriser donc, le réseautage, l'échange d'idées et la collaboration dans les domaines de l'entrepreneuriat. Il souhaite aussi valoriser une narration positive du continent. Expliquez-nous plus en détail comment cette idée a foisonné en vous et comment souhaitez-vous qu'elle évolue. Alors... C'est intéressant d'écouter votre description du club. Elle a beaucoup évolué avec sa communauté. Ça a commencé par une newsletter que j'ai créée il y a quelques années qui s'appelle Africa Digest, que j'envoyais toutes les semaines. Je crois d'ailleurs que vous étiez abonné à une certaine époque, où je faisais de la veille d'actualité africaine qui m'intéressait. Je faisais aussi beaucoup de recommandations, de choses à regarder sur Internet. Et puis progressivement, quand je me suis rapprochée des 10 000 abonnés, je me suis dit, tiens, je pense qu'une fois que je passe cette barre-là, j'aimerais en faire d'abord... 10 000 abonnés sur Instagram. Non, 10 000 abonnés à la newsletter. À la newsletter, voilà. Okay, et donc, quand je me suis dit, je me rapproche des 10 000 abonnés, j'aimerais en faire un média payant. Parce que je crois effectivement qu'on peut trouver des moyens de monétiser le contenu africain sur Internet. Et donc, c'était un pari. Donc, quand on a passé la barre des 10 000, je suis passée en format payant. Et j'ai décidé d'enrichir cela, non seulement en envoyant des news, mais aussi en envoyant des offres d'emploi. Parce que l'intérêt du newsletter, c'est que vous avez de la data. Donc, vous savez à qui vous parlez. Donc, j'ai très vite vu qu'il y avait une grosse partie des abonnés qui étaient des professionnels d'origine africaine, une bonne partie qui était hors du continent. Donc, qui ont un intérêt pour le continent et certains qui veulent rentrer mais n'ont pas les opportunités pour. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de développer du coup 2 newsletters, une pour les jobs et une pour de l'information. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais créé un club privé parce que j'avais des newsletters, mais j'avais aussi monté un groupe Telegram puisque je m'étais rendu compte que les membres de ma communauté veulent se parler entre eux. Parce que je passais mon temps à faire de la mise en relation par Instagram, c'est-à-dire telle personne m'envoie un message, je publie. Il y avait un moment une appli de rencontre également, non? Alors non, il n'y en a pas une, mais on est en train de travailler sur un service de rencontre. C'est très marrant, ça. Voilà, non, mais parce que c'est ce qui est intéressant quand on travaille directement avec sa communauté, c'est que j'avance au fur et à mesure des besoins qui sont exprimés par les membres. Et donc, ils ont eu besoin d'avoir des opportunités d'emploi middle ou top management pour l'Afrique. Je leur envoie maintenant ça tous les mercredis. Ils ont besoin de savoir un peu ce qui se passe. Ils ont aussi besoin d'avoir ils ont souvent besoin que je leur recommande des choses à lire, à regarder, puisque je consomme beaucoup de choses en termes de documentaires, d'articles, etc. Donc, je leur envoie ça le jeudi.
jeudi. Et effectivement, comme vous le dites, j'ai vu, puisque le public de ce club aujourd'hui est quand même à 90% féminin, ce qu'on dirait féminin CSP+, 25-45 ans. Il y a des femmes mariées, mais il y a des femmes célibataires. Il y a des jeunes femmes aussi qui sont diplômées et qui se lancent dans la vie active et qui ont beaucoup de questionnements sur l'équilibre entre leur vie perso et leur vie professionnelle. Et donc, je me suis dit, voilà, pour cette deuxième année qu'on entame du club, on lance Le Bon Piment, qui est la 3e newsletter, du coup, qui, elle, maintenant, va adresser plutôt ces sujets-là autour de la question de l'amour, des rencontres en ligne à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, les retours d'expérience, etc. Avec, à terme, effectivement, l'idée d'organiser éventuellement des rencontres amoureuses, si on le peut. D'accord. J'ai cru comprendre que c'était un club réservé aux femmes. Est-ce que c'est vrai ? C'est devenu réservé aux femmes. Quand je l'ai ouvert en 2024, c'était la description que vous avez donnée, c'est-à-dire professionnel au pluriel. Mais un an plus tard, effectivement, l'écrasante majorité des membres sont des femmes. Les groupes qui sont les plus alimentés en termes de conversation sur Telegram sont les groupes féminins. Donc à un moment donné, je pense que c'était juste cohérent de faire cette réorientation-là. Comme ça nous permettra d'adresser encore mieux les besoins du public. Et est-ce que... vu votre positionnement sur le féminisme, la vulgarisation que vous faites et tout, est-ce que c'est pas une sorte d'antichambre militante et peut-être plus tard politique ? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que c'est pas une antichambre. Le projet est ce qu'il est parce que je le pense comme ça. Si j'ai des ambitions pour ce club, c'est honnêtement, je voudrais en faire une plateforme pour la jeune femme que j'ai été il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a terminé des études, a des parents qui ont de très grands projets pour elle, qui en a pour elle-même, qui a de l'ambition, mais qui se pose beaucoup de questions et qui n'a pas nécessairement les réponses adéquates. Et ce que j'aime dans ce club, c'est qu'il y a des femmes de différents âges. Elles ont toutes réussi dans différents secteurs. Il n'y a pas que des entrepreneurs. Hein. J'ai beaucoup de cadres, j'ai beaucoup de personnes de la profession libérale, beaucoup de personnes en médecine, beaucoup de médecins. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de médecins, beaucoup de femmes en finance, beaucoup de femmes dans la cybersécurité, par exemple. Donc, c'est plus de 10 000 personnes. Hein. Alors non, on a 10 000 personnes à la newsletter qui était gratuite. Maintenant, en membres, parce que le membership est à l'année, là, j'ai quasiment 600 membres. 600, voilà, donc qui ont payé et qui sont membres de ce membership-là. Et là, on commence à avoir de nouveaux abonnés aussi qui arrivent. Et donc, l'idée pour moi, c'est vraiment, à un moment donné, que cette plateforme permette à des femmes de venir poser des questions à d'autres femmes sur justement le développement de carrière, comment se lancer, comment équilibrer sa vie de femme et puis sa vie de professionnelle. Aussi, beaucoup de femmes qui sont multipotentielles, c'est-à-dire celles qui ont plusieurs casquettes comme moi. Comment on gère justement différents projets, comment on arrive à allier passion et monétisation, par exemple. Donc, je vois vraiment ça comme une plateforme à la fois de réseautage, d'entraide, aussi de formation. C'est très important, formation sur les skills à avoir, parce qu'elles sont très très ambitieuses, mais ont des problèmes sur la prise de parole, ont des problèmes sur la structuration de leur carrière, ont des problèmes par exemple liés au syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est un des problèmes les plus récurrents dans le club. Donc c'est vraiment de pouvoir se filer quelque part des astuces les unes aux autres, pour celles qui sont déjà un peu plus avancées, de dire aux autres voilà comment comment j'ai navigué sur tel sujet, ou dans l'autre sens, celles qui sont peut-être plus avancées ont peut-être du mal avec l'IA, et pouvoir discuter avec les autres membres qui sont plus jeunes, qui sont peut-être plus au fait et qui peuvent leur donner des astuces à ce niveau-là. Et est-ce que vous vous rencontrez de temps en temps ou ça reste en ligne ? Non. Tout est en ligne pour ce qui est du contenu et des moyens de communication. Mais par contre, effectivement, il y a des rencontres. Il y en a eu beaucoup l'année dernière. J'ai organisé des dîners, mais en fait, il se trouve que les membres elles-mêmes maintenant organisent leurs propres rencontres sans que j'ai quoi que ce soit à voir avec. Elles partent en vacances ensemble, elles font des brunchs, elles font des événements entre elles, décident d'aller même à des événements corporate ensemble si elles sont dans les mêmes secteurs d'activité. Donc c'est vraiment ça que je veux, justement, cette espèce j'avais parlé de sororité, mais c'est un peu ça. Même si j'essaie de ne pas trop intervenir, mais de les laisser vraiment s'organiser entre elles. Elles ont des book clubs, par exemple, où elles parlent de littérature pour les œuvres qu'elles aiment. Donc voilà, c'est un peu l'ambition de ce club. Un espace bienveillant, participatif, et où on se soutient les unes les autres. Je reviens à ma question. Oui. 500, 600 personnes qui acceptent donc de payer de l'argent pour faire partie de ce club, oui. C'est pas rien. C'est dans sûr. 2 ans, dans 3 ans, peut-être que vous serez 1000, 2000. C'est le but. Et donc, drainer une telle communauté, avoir des positions telles que vous en avez sur le féminisme, je repose la question, n'est-ce pas une antichambre de militantisme ?
C'est un peu provocateur. Mais... Non, mais la question est juste. Mais c'est pas une antichambre parce que je pense que si ça l'était, je m'en servirais justement pour militer. Je pense que je parle et elles pourront le dire. Je ne milite pas du tout dans ce club-là. Moi, je leur dis toujours, je suis une architecte. Elles sont venues à moi par le discours que j'ai. Donc je pense que même si je faisais du militantisme, elles sont probablement militantes aussi dans tous les cas. Ouais. Mais je le dis parce que je connais des membres, il y a des membres qui ne partagent pas complètement mes points de vue. Mais par contre, je pense, encore une fois, savent que je dis les choses avec authenticité et que j'accepte aussi des femmes qui ont une autre approche. C'est un espace bienveillant. Donc je n'oblige personne, je ne suis pas un gourou. D'accord, donc je ne cherche pas à monter... quelque part quand même un peu. Hein. Non, je ne suis pas... moi, comme je vous ai dit, sur Instagram, je lis les commentaires, etc. Oui. Qu'est-ce qu'un gourou? Je n'en sais rien, mais vous n'êtes pas loin de cela, parce qu'il y a quand même une certaine... pour drainer 10, 15 000 personnes qui vous lisent chaque semaine, à titre individuel, vous n'êtes pas un média, vous n'êtes pas un média mainstream ou quoi. Oui. Il y a quand même du répondant, et donc il y a quand même une certaine... identification à avoir. Oui, alors je dirais que j'ai des femmes qui s'identifient à moi, ça je ne peux pas le nier, elles le disent. Et elles viennent, elles me suivent parce que justement, peut-être que ce que je dis, elles ne l'entendent pas nécessairement ailleurs. Et la phrase qui revient le plus souvent, c'est « Ah, je suis heureuse de vous lire parce que je me sens moins seule, je me sens moins folle. » Donc, je pense que si j'arrive... Je suis peut-être fédératrice, je préfère ça, mais je ne suis pas un gourou, je cherche justement à ne surtout pas devenir ça, parce que ça va m'enfermer, ça c'est la première chose, et ça va me donner un trop grand devoir d'exemplarité. Or, je tiens quand même à garder une forme de liberté de faire des erreurs, parce que c'est grâce à ça que j'apprends. Pour terminer, une question provocatrice expressément. Qu'est-ce que vous répondez aux hommes qui disent que vous détruisez le couple africain traditionnel? Je leur dirais qu'ils ne sont pas très solides sur leurs appuis. Si moi, à distance, j'arrive à détruire leur couple, c'est qu'ils n'étaient pas très solides à la base. Hein. C'est aussi simple que ça. On ne détruit pas un couple de l'extérieur. C'est les fissures intérieures, en fait, qui commencent le travail. Et effectivement, si les fissures trouvent un répondant extérieur, c'est que le problème vient de l'intérieur. Donc absolument pas. Je pense que c'est très facile comme explication. Ça leur permet de ne pas faire d'exercice critique sur eux-mêmes. C'est pratique. Merci Paola Audrey, merci à vous de nous avoir suivis donc, dans ce SQN Média consacré à Paola Audrey. On a parlé donc de pas mal de sujets. Je vous dis donc dans un mois pour un autre SQN Média format long avec un autre invité tout aussi inspirant que Paola Audrey. On se retrouve très vite sur SQN Média, là où les idées se partagent.